Bonjour à tous. On va démarrer. On a déjà pas mal de monde. Voilà. Bonjour à tous les participants. Bonjour Camille. Bonjour Éléonore. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce sujet passionnant qui est l'expérience collaborateur. Je m'appelle Lisa Ortu. Je travaille chez Picon et j'accompagne des entreprises dans la mise en place de programmes d'écoute de leurs collaborateurs et donc d'amélioration de cette fameuse expérience collaborateur. Quelques mots rapides sur Picon avant de démarrer. Alors, Picon, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 6 ans au Danemark et c'est une plateforme qui est dédiée à l'écoute des collaborateurs et donc à travers cette écoute à l'amélioration de l'expérience collaborative. L'idée, c'est d'avoir une approche innovante, agile, pour aller beaucoup plus loin que les enquêtes annuelles traditionnelles. Et pour permettre cela, on a des principes clés qu'on applique dans notre collaboration avec les entreprises qu'on accompagne. Le premier, c'est de fournir des données qui sont actionnables, qui sont accessibles en temps réel. Ensuite, des analyses prédictives à tous les niveaux dans l'entreprise pour vraiment permettre à tous les managers, à tous les leaders de comprendre sur quoi agir en priorité et aussi de comprendre un élément essentiel qui est quel est le lien entre l'engagement de mes salariés et l'expérience collaborateur et mes indicateurs business. Un autre grand principe, c'est une écoute intelligente qui est 100% automatisée. Donc, l'idée, c'est de vraiment permettre aux équipes RH d'apporter de la valeur plutôt que de passer du temps sur les tâches administratives pour mettre en place ces enquêtes. Enfin, un des grands principes également, c'est l'implication de chaque collaborateur, pas seulement des RH ou des leaders. On croit fermement chez Picon que l'engagement et l'expérience collaborateur, c'est l'affaire de tous et que chaque collaborateur peut vraiment agir et être au cœur du changement. Donc aujourd'hui, 6 ans après la création de Picon, on est des partenaires stratégiques pour plus de 1000 entreprises. Voilà, vous en voyez certaines à l'écran. Et on les accompagne toutes donc dans leur transformation et dans leur stratégie d'écoute. Comme vous pouvez le voir dans notre logo, on a récemment rejoint la famille Workday, ce qui va nous permettre de nous développer davantage dans le futur, notamment en France. Alors, parmi ces nombreux clients, on accompagne notamment le groupe Delachaux et Doctolib. Je suis aujourd'hui avec Éléonore Tovron, qui est Group Human Resources Manager au sein du groupe Delachaux, et avec Camille Nalin, qui est Employee Management Engagement Manager chez Doctolib. Donc, merci encore à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous votre expérience. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser aujourd'hui pour comprendre un peu comment vous envisagez une expérience collaborateur engageante dans vos entreprises. Pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous pouvez poser des questions directement à Éléonore, Camille ou moi-même dans le chat et on va garder un peu de temps à la fin pour répondre à ces questions. Alors, tout d'abord, je voulais vous demander, Éléonore, Camille, est-ce que vous pouvez présenter rapidement vos entreprises respectives? Peut-être, Éléonore, je te laisse démarrer. Oui, bien sûr, merci. Merci d'abord, Picon, de m'avoir permis d'intervenir dans ce fabuleux sujet qui est l'expérience collaborateur. Donc, je suis responsable RH au niveau du groupe Delachaux. Le groupe Delachaux, c'est une entreprise familiale centenaire. On a été fondé en 1902 et on est un acteur mondial dans l'ingénierie et les solutions industrielles. Ça veut dire que les entreprises du groupe Delachaux conçoivent et fabriquent des produits, des systèmes et des services qui sont essentiels à la sécurité, à l'efficacité et la fiabilité des équipements et des infrastructures de nos clients. Et donc, vous voyez finalement qu'on est 4 grandes marques sous ce chapeau qui est celui de Delachaux. La première marque, c'est Pandrol, notre marque historique qui est un acteur majeur de la soudure aluminothermique et puis aussi des systèmes de fixation de rails qui permettent d'améliorer l'efficacité de la construction et de l'entretien des voies de chemin de fer.
Froscheur, c'est une entreprise autrichienne qui est spécialisée dans le domaine de la signalisation ferroviaire et elle agit pour exploiter, surveiller et protéger le réseau opérationnel ferroviaire. Conductix Wandfleur est une activité qui commercialise des systèmes de gestion d'énergie et de données destinés aux équipements industriels mobiles. Et enfin, DCX Chrome est un leader dans la production de chrome métal par procédé aluminothermique. Donc, c'est un peu spécialisé chez nous. Mais voilà, l'idée, c'est de fabriquer des super alliages et des aciers spéciaux, notamment utilisés dans l'aéronautique ou l'aérospatiale. Si on regarde notre groupe en un clin d'œil, notre chiffre d'affaires en 2020 était de l'ordre de 840 millions d'euros. On est à peu près 3800 collaborateurs. On est répartis dans 40 pays. On est vraiment international puisqu'on a une soixantaine de sites dans ces 40 pays. Et on se caractérise comme des équipes responsables, progressant constamment, donc très portées sur l'amélioration continue et sur la collaboration puisqu'on travaille ensemble pour donner la priorité aux clients. Et puis enfin, on a un programme qui s'appelle Our Worldwide Engagement, qui est notre programme qui doit nous permettre d'être exemplaires dans nos pratiques et avoir un impact positif en matière de développement durable. Et vous voyez qu'un de nos deux engagements est orienté sur le bien-être et le développement des personnes. Et du coup, c'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Éléonore. Camille, je te laisse présenter Doctolib. Oui, volontiers. Bonjour à tous. Donc, je suis Camille, je suis responsable de l'engagement des collaborateurs au sein de Doctolib. Moi, j'ai rejoint Doctolib il y a un peu plus d'un an. Effectivement, Doctolib est bien plus récent que le groupe de la Chaux. Ça a été fondé en 2013. La mission est assez simple. On veut améliorer les systèmes de santé en partenariat avec les professionnels de santé. Et en fait, ensemble, on veut créer la plus grande communauté autour de la santé et construire les cabinets et les hôpitaux de demain. On pense que c'est la meilleure façon d'améliorer la santé et l'expérience des patients. Donc du coup, vous avez ici quelques chiffres clés. Et notamment, vous voyez les 8 millions de téléconsultations c'est le chiffre qui a le plus explosé ces derniers mois avec la crise du Covid. Sur le slide d'après, Lisa, s'il te plaît. En bref, si je devais résumer la mission de Doctolib, on souhaite transformer le secteur de la santé, donc c'est la mission 1, tout en construisant une entreprise autour de valeurs humaines fortes. Et ça, c'est notre mission 2. Et vous découvrez derrière cette mission 2 toute la place de l'équipe People à laquelle j'appartiens. Si on zoome sur la mission 1, on a effectivement 3 produits aujourd'hui au sein de Doctolib. Doctolib Patient, que vous devez connaître, vous, c'est la plateforme... Si vous réservez des rendez-vous par Doctolib, c'est la plateforme à laquelle vous avez accès. Et aujourd'hui, on a deux autres produits, la téléconsultation et puis Doctolib Docteur, Doctolib Médecin, qui est le nouveau produit qu'on a lancé il y a quelques jours. Et ensuite, sur la mission 2, finalement, comment on parvient à transformer le monde de la santé ? Tout simplement en créant une équipe d'entrepreneurs rassemblés autour de valeurs humaines fortes. C'est vraiment le credo de Doctolib depuis sa création. Aujourd'hui, on est 1500 pour l'instant et on travaille tous chaque jour, qu'on soit en France, en Allemagne ou en Italie, pour transformer le secteur de la santé. Personnellement, je suis toujours surprise de l'engagement des équipes et notamment face à cette crise qu'on vient de traverser et dans laquelle on est encore d'ailleurs. C'est vraiment chouette de faire partie d'une entreprise qui est people-centric comme celle-ci. Merci beaucoup, Camille. Effectivement, deux entreprises bien différentes. Du coup, Éléonore, compte tenu de l'histoire de la Chaux, tu disais que c'est un groupe qui a été créé en 1902. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la stratégie RH du groupe, justement, a évolué depuis ce temps? Oui, alors j'étais pas là au début, mais je peux dire sur ces 10 dernières années comment elle a évolué. En fait, c'est vrai que je pense que comme beaucoup d'entreprises, certainement autour de ce téléphone, on connaît des départements RH qui ont été pendant pas mal d'années plutôt orientés sur la partie administration, contrat, recrutement. Et puis du coup, chez nous, depuis 10 ans, on accélère sur la partie développement RH, mais aussi énormément sur la qualité managériale.
L'objectif dans notre équipe corporate et puis réseau RH étendu, c'est comment est-ce qu'on crée, voilà, c'est notre obsession, comment est-ce qu'on crée les conditions d'un environnement qui va permettre aux gens d'être performants, d'être engagés et de se développer. Et donc pour ça, on travaille notre stratégie RH depuis une petite dizaine d'années à outiller nos managers avec des éléments extrêmement concrets, des outils pratiques, des essentiels, je dirais, de routine managériale qui va leur permettre sur un certain nombre de volets de justement mettre en place les conditions qui sont favorables au développement des personnes et à leur engagement et donc, in fine, à leur performance. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Camille, du coup, de ton côté, Doctolib, tu l'as dit, hein, c'est une entreprise qui a été créée beaucoup plus récemment, qui a grandi très vite. Tu as parlé des valeurs humaines qui sont vraiment au centre de votre projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'approche que vous avez adoptée justement pour mettre les collaborateurs au cœur de votre stratégie de croissance? Oui, alors comme je le disais, ce volet people-centric, il est vraiment clé et il est là depuis le début. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent dès ses premiers jours au sein de Doctolib. Et c'est du coup le cœur de notre mission 2. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on est une entreprise en hyper-croissance. Donc, on a des forts enjeux de recrutement, donc avec tous les besoins d'attirer des talents. On a aussi des gros enjeux de fidélisation et donc d'engagement de nos équipes pour être sûr qu'ils restent avec nous et qu'on puisse mener à bien nos missions. Comment ça se traduit concrètement? Notamment, il y a une équipe people qui est très, très importante. On est plus de 100 aujourd'hui en France et en Allemagne et en Italie. Donc, on travaille tous chaque jour pour soutenir cette mission 2. Et l'équipe, elle a fait plus de x3 en 2020. Donc, c'est vraiment clé. Et puis, depuis 2019, ça, c'est le deuxième axe. Je dirais que c'est la stratégie d'écoute active qu'on a mis en place. Donc, avec un outil qui sonde les collaborateurs de façon régulière. C'est clé parce que c'est en étant au plus proche du terrain qu'on arrive en fait à construire une politique RH qui correspond vraiment à ce que nos collaborateurs attendent. Et désormais, avec Picon, on a une enquête qui est envoyée toutes les 2 semaines et c'est grâce à ces feedbacks-là, au retour des équipes, à leurs commentaires, etc., qu'on construit le Doctolib d'aujourd'hui et celui de demain. D'accord, merci. Du coup, tu parlais de l'année passée, de la crise du Covid. Ça a été une année qui a été riche en rebondissements pour tous. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les impacts qu'a eu la pandémie sur vos entreprises, sachant que voilà, vous êtes dans des secteurs d'activité très différents. Éléonore, si tu veux commencer de ton côté sur le groupe de la Chaux. Bah forcément, oui, évidemment, ça a eu un impact. En fait, chaque entreprise du groupe a géré la crise sanitaire d'une approche assez similaire, très rapidement au moment du Covid. Alors nous, ça a commencé assez tôt puisqu'on a 200 personnes à Rouen. Donc, c'était au moment où on allait lancer notre enquête d'engagement et hop, on s'est arrêté net parce que le Covid démarrait. Et donc, on a, dans un premier temps, mis en place une communication quotidienne entre les équipes de direction et chacun des sites pour assurer la sécurité des personnes, mais aussi pour communiquer, pour rassurer et donc continuer à engager les personnes et assurer une continuité d'action de production et de distribution. Parce qu'en fait, tous nos sites de production dans le groupe ont été jugés comme essentiels et seuls quelques-uns ont été fermés pendant un certain temps liées à des décisions gouvernementales comme en Chine ou en Inde ou aussi en Italie. Et du coup, les équipes se sont organisées et on a été, je dirais, créatifs pour arriver à gérer les 2 tableaux, c'est-à-dire des équipes qui devaient aller sur site et qui assuraient la continuité de la production, et puis des équipes plus bureau qui étaient en télétravail et comment est-ce qu'on arrive à les engager aussi à distance. Et donc, déjà, on a mis en place des échanges de bonnes pratiques entre les sites et les usines. Et puis, on a fait pas mal de publications aussi sur LinkedIn, notamment sur la fierté qu'on avait d'avoir des personnes qui étaient sur site et qui continuaient leur travail et qui étaient créatives dans la manière d'aider dans cette crise Covid. À titre d'exemple,
nos ouvriers de production ont trouvé l'idée d'utiliser notre imprimante 3D pour créer des masques pour les hôpitaux, et on a fourni les hôpitaux en masques. Donc voilà, ça amène pas mal de créativité, cette situation. Et puis côté plus RH, on a mis en place une formation management qui était plus orientée sur managing the new. Voilà, comment est-ce qu'on s'intéresse encore plus aux personnes et comment on y prend encore plus soin pour accompagner les équipes, soit à distance, soit sur site, dans un contexte sanitaire qui était particulier. Voilà. D'accord, merci. Oui, donc beaucoup de chamboulements, oui, chez Delachaux. Du coup, côté Doctolib, ça s'est passé comment, Beaucoup de chamboulements aussi, hein. Moi, je m'en souviens plutôt bien parce que j'ai des flashs assez précis de quand ça s'est passé. Je suis arrivée chez Doctolib en janvier 2020 et du coup, c'était un de mes plus gros sujets, c'était la communication de crise suite au Covid. Welcome. Mais notre objectif, il était simple, hein, c'est exactement ce qu'Eleonore a dit, c'était de s'assurer que tout le monde avait les bonnes conditions de travail. Nous, toutes nos équipes sont passées en full remote. On avait vraiment besoin qu'il soit opérationnel parce qu'on a été très sollicité pendant la crise du Covid. Pendant le premier confinement, notamment auprès des hôpitaux et des professionnels de santé, c'est le boom de la téléconsultation dont je vous parlais tout à l'heure. On avait moins de 100 000 consultations de téléconsultation avant le Covid. On est à 8 millions désormais. Pendant le deuxième confinement, on a fait une campagne pour la continuité de soins. On ne voulait surtout pas que les Français, les Allemands renoncent aux soins. On a vraiment eu un effondrement des consultations lors du premier confinement, donc on s'est vraiment battu là-dessus. Ensuite, on a eu la mise en place des tests PCR, et donc les équipes ont énormément contribué à ça. Et puis enfin, le dernier volet, là, c'est sur la vaccination où depuis le mois de décembre, nos équipes travaillent en continu et ont mis en place un produit spécifique pour la vaccination, pour aider les centres de vaccination à prendre des rendez-vous de façon plus efficace. Et donc, ça a des conséquences importantes, notamment quand on est en télétravail et qu'on n'a pas forcément le temps et on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Et puis aussi parce que ces projets n'étaient pas prévus. Par exemple, on a dû former 150 agents du service client du jour au lendemain pour qu'ils puissent aider ces centres de vaccination à prendre en main l'outil. Voilà, donc du coup, c'était vraiment clé qu'on soit là. Et puis, cette année aussi, elle était décisive. On avait aussi, nous, à côté de ça, une roadmap plutôt chargée avec 2 gros projets qu'on devait livrer, qui étaient Doctolib Médecin et puis l'ouverture de l'Italie. Donc, voilà, on avait vraiment besoin que nos collaborateurs soient là, soient sereins, soient productifs et soient engagés. Et donc, on a mis en place beaucoup d'initiatives pour les aider au quotidien, pour qu'ils puissent s'équiper aussi et se mettre facilement au télétravail. On n'était pas habitué du tout à avoir autant de télétravail. Et donc, on a créé, par exemple, un petit kit en leur donnant des bonnes pratiques sur comment s'installer, etc. On a fait aussi un kit pour les managers pour les aider à animer leurs équipes à distance. On a mis en place un service de psychologue pour que ceux qui souffraient vraiment, qui avaient des problématiques de santé mentale puissent en discuter librement avec des psychologues. Et donc, Doctolib prenait en charge cela. On a renforcé notre offre de sport, on a organisé des événements digitaux, et puis on a créé des enquêtes dédiées pour savoir comment nos collaborateurs se sentaient et comment on pouvait les aider à y répondre. Donc oui, ça a été une année chargée. Très bien. Et du coup, est-ce que cette année où tout était nouveau, est-ce qu'elle est venue confirmer ou renforcer certains aspects de votre stratégie RH? Éléonore, si tu veux commencer. Oui, confirmer, je ne crois pas, mais renforcer, oui, définitivement. Cette année de pandémie, elle nous a orientés vers une écoute encore plus en continu, encore plus en profondeur. En fait, on est vraiment là depuis le début de la pandémie à sensibiliser les managers sur l'importance de communiquer avec leurs équipes, de continuer à maintenir un lien social. Et finalement, c'est pas évident quand on est à distance. Je prends un exemple d'un manager qui avait simplement stoppé les communications sur un site de production parce qu'il attendait que
que les choses reviennent à la normale. Et donc, comment est-ce qu'on aide nos managers à se dire, en fait, on est dans un environnement qui change, le normal ne reviendra plus comme on l'a connu. Et du coup, comment on adapte ou on prend soin de certaines routines managériales qui sont encore plus importantes au quotidien. Comment est-ce qu'on accepte de perdre du temps à écouter nos collaborateurs parce que c'est important et parce que les gens ont encore plus besoin, soit individuellement, soit collectivement, d'avoir un sas d'expression, d'écoute et de partage. Et donc, on a vraiment renforcé ce point-là. D'accord, merci. Camille, tu veux ajouter quelque chose sur… Moi, je suis complètement alignée. Hein, ça a vraiment, ce que dit Eleanor, c'est vrai. Ça, quand on est déjà dans ces stratégies d'écoute, ça ne fait que confirmer l'importance que ça. Et voilà, nous, ça a confirmé notre envie de continuer dans ce sens-là. D'accord. Super. Donc, du coup, dans cette stratégie d'écoute dont vous parlez toutes les deux, Éléonore, pour commencer avec le groupe de la chaux, comment est-ce que le partenariat avec Picon est venu s'intégrer du coup dans cette stratégie RH? Alors en fait assez naturellement parce que si je refais le fil rapidement, il y a 6 ans, on a commencé justement à s'orienter à se focaliser davantage sur nos pratiques managériales et comment est-ce qu'on aide nos managers, où est-ce qu'on en est dans nos pratiques managériales pour justement créer les bonnes conditions et l'environnement de développement des personnes. Et puis, on a fait 2 enquêtes sur ce volet management. Et puis ensuite, en parlant avec notre équipe Comex, j'ai compris qu'ils avaient maintenant, ils étaient prêts ou ils avaient besoin de sentir la perception des personnes sur le terrain sur un volet beaucoup plus large et pas que sur le management. Et en parallèle, moi personnellement, par rapport à mon expérience d'enquête, j'avais besoin de trouver un outil qui soit digital, avec une lecture de résultats qui soit instantanée et qui permette une co-responsabilité entre des managers, des salariés aussi d'ailleurs, et l'équipe RH ou l'équipe de direction. Et donc du coup, assez naturellement, j'ai trouvé Picon qui a répondu à pas mal de mes besoins. Et on s'est orienté vers une enquête d'engagement mondiale. D'accord, merci. Camille, de ton côté, voilà, comment aussi ce partenariat avec Picon, pourquoi vous avez déterminé du coup que c'était le partenaire le plus pertinent pour vous à ce moment donné, du coup en pleine pandémie? Donc moi, comme je disais tout à l'heure, on avait déjà une stratégie d'écoute qui datait depuis l'été 2019. On avait un premier outil de mesure d'engagement. Jusque-là, avant cela, on n'en avait pas besoin parce qu'on était peu nombreux et c'était finalement des équipes assez en proximité, donc il était facile de recueillir le ressenti des équipes. Et puis à l'été 2019 a été lancé du coup ce premier outil. On était alors 700 collaborateurs. Moi, je n'étais pas encore arrivée. J'étais en pleine procédure de recrutement. Je suis arrivée en janvier, on était déjà 1100. Donc le bon était déjà là et aujourd'hui on est 1700. Donc on avait vraiment besoin d'un outil. Mais l'outil qu'on avait jusqu'alors était pas assez précis. On avait vraiment besoin d'aller un cran plus loin dans l'analyse. On avait beaucoup de pain points, notamment des soucis de synchronisation sur nos bases de données avec Workday, notre SIRH. On avait besoin de customiser certaines questions, d'être alerté sur des scores faibles. Et ça, notre ancien outil ne le permettait pas. Et Picon a vraiment répondu et a apporté beaucoup plus que ce qu'on attendait. Aujourd'hui, il y a des vrais avantages. Il y a l'analyse prédictive, le suivi du comportement des managers dans l'outil pour savoir s'ils répondent, s'ils ils mettent en place des plans d'action. Mes managers adorent la fonctionnalité des notes internes qui permet de discuter quand il y a un commentaire avec, par exemple, le responsable RH. Les commentaires sensibles aussi, ça c'est un vrai plus. Et puis enfin, la relation commerciale win-win a vraiment joué aussi dans le partenariat qu'on a construit avec Picon. D'accord, super, merci beaucoup. Donc, pour le groupe de la chaux, du coup, ça a été, Éléonore, du coup, je reviens à de la chaux, ça a été quand même une transition, du coup, et vous êtes encore dans cette transition de votre stratégie d'écoute. Quels sont les challenges les plus importants auxquels vous devez faire face, du coup, dans cette transition? Ouais. C'est vrai que ça a été, on est, comme tu dis, en pleine transition. On a eu une première enquête monde qui s'est déroulée il y a 18 mois maintenant et la prochaine aura lieu en septembre.
Et donc, on a eu plusieurs challenges que j'anticipe aujourd'hui, et puis je pense que j'en aurai d'autres demain. Je dirais que le premier challenge, ça a été de rassurer sur l'anonymat, la fiabilité de l'outil, évidemment, et puis aussi d'engager, parce que on a eu, on a eu besoin d'embarquer les gens en leur disant votre avis compte. On a besoin de savoir comment vous allez sur le terrain, et on a besoin que vous vous exprimiez, on a besoin de vous écouter. Et donc ça a été beaucoup de communication et de préparation avec des relais pour arriver à faire passer le message. Le second challenge, il a été peut-être plus côté manager, assez naturellement, parce que c'est super d'avoir accès à cette plateforme pour avoir le résultat de son scope, mais il faut en faire quelque chose. Et donc, c'est peut-être ça le challenge qui continue dans les prochains rounds d'enquête. C'est comment est-ce que le manager devient un facilitateur de discussion d'équipe, comment est-ce qu'il va guider une discussion dans l'équipe au travers des résultats qu'il a, comment il considère que ces résultats sont une mine d'informations, et surtout, comment est-ce qu'il ne prend pas toute la pression sur les épaules à se dire zut, maintenant que j'ai tous les résultats, c'est à moi d'apporter toutes les solutions. On n'est pas du tout dans ce type d'environnement où on pointe du doigt l'action managériale. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux, le fait qu'ils sont là pour faciliter la discussion et de trouver collectivement avec ces équipes des plans d'action à leur niveau. Voilà. Et puis, je pense que le dernier challenge pour nous, enfin pas le dernier, mais un des gros challenges pour nous, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, on est plus sur un mode d'enquête 12-18 mois. On le disait tout à l'heure avec Camille, on sent que l'écoute mais est tellement de plus en plus importante, et la fréquence d'écoute est hyper importante. Et donc, le challenge va être aussi d'adopter une dynamique d'écoute plus régulière, plus fréquente, avec des enquêtes pour prendre le pouls du terrain plus régulièrement, puisqu'on est dans un environnement qui bouge absolument constamment. Et donc, la photo à un instant T ou tous les 18 mois suffit plus. Voilà. D'accord. Et du coup, tu parlais des managers, du rôle clé qu'ils ont à jouer, mais en même temps, effectivement, il ne faut pas qu'ils aient l'impression de porter tout le poids des résultats sur leurs épaules. Donc, quel rôle, du coup, ont vos managers dans cette stratégie d'amélioration de l'expérience collaborateur? Oui, alors c'est vrai que j'en ai déjà un peu parlé. Le rôle pour moi du manager, il est vraiment clé parce qu'en tant que manager, déjà, prendre conscience que ça fait partie de son rôle de manager de prendre du temps pour son équipe et de prendre du temps pour parler de ces choses-là, de l'engagement, de comment tu vas, de quoi tu as besoin pour réussir, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble, qu'est-ce que tu proposes. Voilà, ces sujets-là, ils sont importants, et chez nous, on a des managers qui sont des formidables experts techniques, opérationnels sur le terrain. Et parfois, ça leur demande de l'exigence de libérer ce temps d'animation d'équipe. Et puis, je dirais que le rôle du manager aussi, sur lequel on travaille beaucoup, j'en parlais avec le côté faciliter les discussions, c'est de responsabiliser. On ne charge pas les managers, on ne les missionne pas de tout régler sur leur périmètre au regard des résultats qu'ils ont eus. On est beaucoup dans, vous l'avez vu dans ce qui nous caractérise, la responsabilité des personnes. Et donc, je suis moi-même responsable de me sentir bien dans l'environnement dans lequel je suis. Et du coup, comment je vais mettre sur la table des sujets qui sont importants pour moi au sein de mon équipe ou avec mon manager, et comment est-ce que le manager arrive à responsabiliser les personnes de son équipe en disant c'est pas parce que vous avez donné un résultat que maintenant il faut attendre la réponse. On va la construire tous ensemble, parce que c'est comme ça qu'on créera un environnement dans lequel on se sent tous bien. Voilà. D'accord. Et si je devais rajouter quelque chose, je dirais qu'effectivement, les managers, ils sont en première ligne. Donc, c'est sûr qu'ils ont un rôle clé. Ils sont acteurs du changement, ils ont ce rôle de coach, et nous, on les considère comme des relais de la transparence. Ils ont ce rôle d'ouvrir le dialogue, exactement comme disait Eleanor. C'est vraiment important. D'accord. Et du coup, Camille, justement, vos managers, ils sont en première ligne, ils sont au cœur de ce sujet. Du coup, quels sont les challenges auxquels ils doivent faire face chez Doctolib sur ce sujet-là? Je pense que le premier challenge des managers de Doctolib, ça va être de prendre le temps de répondre aux commentaires chaque semaine, parce que du coup, on est sur une fréquence
tous les 15 jours. Et donc, on leur demande de passer toutes les semaines un peu de temps sur l'outil parce que répondre aux commentaires, c'est clé dans l'engagement de leurs collaborateurs. Donc, ils ont des fonctionnalités très faciles dans Picon en plus pour le faire. Ils peuvent répondre directement sur la plateforme, soit en écrivant un commentaire, soit avec le bouton de réaction rapide qui est vraiment génial et que my manager adore. Et bien sûr, tout ça en gardant l'anonymat du commentaire et du collaborateur. Je dirais que le deuxième challenge, il est de ne pas prendre les messages personnellement. Ça, on a encore un petit peu de travail à faire. On a mis en place un kit pour leur expliquer la stratégie du ping-pong et de poser des questions ouvertes, de prendre du recul quand on reçoit un commentaire qui serait un petit peu négatif. Ça, c'est un challenge. Et puis, le troisième, et ça rejoint ce que disait Olaf tout à l'heure, c'est de restituer les résultats dans une approche transparente et co-construite. Ça, voilà, on y travaille et c'est un challenge qui est plutôt sympa à relever. Et si tu me permets, Camille, je pense que j'en rajouterai un petit dernier. À mon avis, tu seras d'accord certainement avec moi. C'est comment est-ce qu'on aide les personnes à agir à leur niveau. Et notamment, j'ai souvent des managers ou des salariés d'ailleurs qui me disent ah bah oui, mais ça, c'est plutôt la direction qui devrait nous proposer un plan d'action. C'est pas moi. Voilà, exactement. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? N'attendons pas que les choses se passent au-dessus et qu'est-ce qu'on peut imaginer à notre niveau? Voilà, ça aussi, ça compte à mon avis. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, en parlant de mise en place d'actions concrètes, Camille, je sais qu'il y a un projet dont tu voulais nous parler. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Picon chez Doctolib vous a permis de mettre en place un projet ou des actions concrètes? En fait, avant de commencer, déjà, c'est clé de se dire que si on a un outil tel qu'il est, avec la puissance d'analyse et toute cette richesse des commentaires, il faut en faire quelque chose. Et donc, il faut être conscient qu'il faut agir derrière et agir plutôt rapidement, notamment quand on est dans cette fréquence qu'est la nôtre. Et du coup, l'engagement sera d'autant plus fort si on en agit rapidement. Et pour ça, nous, on a un très bon exemple qui est le Buddha Project qu'on a lancé il y a plusieurs mois, quand on a vu que un des KPI qu'on avait sur le stress était un petit peu en dessous des autres KPI, on s'est dit bon, là il faut qu'on fasse quelque chose, on réagit vite et donc on a mis en place des formations pour gérer son stress, son énergie, on a mis en place des règles pour être plus efficace dans les réunions, voilà, on a mis en place plein de choses et en fait, ça a eu un effet concret. On a vu les résultats dans Picon augmenter et ça, c'est vraiment une preuve et un bon ROI pour la fonction People. D'accord. Ok, super, merci beaucoup. Une dernière question avant qu'on passe aux questions du coup des participants. Du coup, pour ceux qui écoutent, je vous encourage, si vous avez des questions pour Éléonore, pour Camille ou pour moi-même, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra. Donc, on a parlé beaucoup d'écoute des collaborateurs. D'après votre expérience, quelles sont les clés de succès d'une stratégie d'écoute, en tout cas de celle de la vôtre? Voilà, quels sont les points clés qui pour vous sont des clés de succès justement? Oui, alors c'est la première, je dirais que c'est la transparence. Nous, on partage régulièrement, tous les mois en fait, nos résultats avec la direction et on le partage régulièrement avec tous les collaborateurs lors de nos réunions mensuelles. Et puis, on invite les managers à le faire de façon tous les trimestres. Donc ça, c'est vraiment clé d'une stratégie long terme, la transparence. Ok. Moi, j'en ai un en tête qui me vient, qui est enfin, parce que la transparence, absolument, je valide. Il y en a un autre qui arrive qui est beaucoup plus concret, mais qui est sur la partie technique. En fait, il faut quand même anticiper le fait que même si Picon est un outil formidable sur tout, il faut quand même nourrir Picon avec des listes d'employés et une base de données. Et aussi impressionnant que ça puisse paraître, dans le groupe de la show avec 3800 collaborateurs, nous n'avons pas de corps RH avec et donc ça a demandé ça demande d'avoir un SIRH de qualité parce que ça peut être extrêmement consommateur de temps et il y a quand même une partie avec pas une très grande valeur ajoutée d'aller faire les listes à la mano des personnes. Donc voilà, si vous avez un SIRH de qualité, sachez que ça améliore grandement la vie au démarrage. Je confirme. Oui. Je dirais que le troisième conseil, c'est l'implication de tous. Et ça répond à une des questions du chat. Effectivement, il faut que tout le monde soit
soient impliqués, du manager de proximité et toute la ligne managériale jusqu'à la direction. Clairement, c'est important qu'ils croient en ce projet-là. Et puis, bien évidemment, aussi toute l'équipe RH. C'est important que ces chiffres-là et ces commentaires soient suivis au plus haut, à tous ces niveaux-là pour avoir la possibilité d'agir. Et puis, c'est lié aussi, bien évidemment, avec l'exemplarité. Et donc, tout ça, c'est clé. Et puis, ça va peut-être répondre à une des questions du chat aussi. Comment avez-vous préparé les managers à travailler sur l'engagement des collaborateurs? Voilà, enfin, dans le groupe de la show, et je sais que pour avoir échangé avec Camille, c'était le cas aussi chez Doctolib, il y a eu pas mal de formations qui ont été faites, de webinars pour sensibiliser, pour informer, pour expliquer. Déjà, qu'est-ce que c'est l'engagement des collaborateurs? C'est pas inné de savoir ce que c'est et comment on le mesure. Ça passe par quel driver, par quelles questions clés, etc. Et puis, dans un groupe comme de la show, on a une 60aine de sites. Ça nous a demandé d'avoir impérativement un relais local de proximité. D'une part, pour assurer justement cette promotion et puis cette préparation de l'enquête, autant dans la préparation de la communication, avant, pendant, après, mais aussi dans de la préparation purement logistique, mais qui fait que si on crée un environnement qui est facile pour passer l'enquête, alors le taux de participation est facilité. Donc, je vous donne un exemple. En Inde, on a des ouvriers indiens qui ne parlent pas nécessairement, enfin, qui ne lisent pas nécessairement l'indien, puisque la langue, enfin, l'hindi était prévue dans l'enquête, ne savent pas nécessairement utiliser un ordinateur. Et donc, il fallait anticiper un traducteur sur place qui soit neutre, anticiper aussi la sortie des ouvriers sur les lignes de production pour leur laisser le temps de répondre à l'enquête sur leur temps de travail. Voilà. Tout ça, ça nécessite des relais de proximité pour justement assurer les bonnes conditions de ce type d'enquête avant, pendant, après, et donner envie d'y répondre parce que tout est fait pour faciliter l'accès à cette enquête. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, on va passer aux questions du chat. Alors, une question qui s'adresse à toutes les deux, c'est au sujet des domaines qui sont investigués. Donc, quel genre de questions on pose? Juste avant de vous laisser la parole, peut-être juste expliquer que chez Picon, on a bien sûr on a un modèle de l'engagement et on a identifié 14 moteurs, 14 sujets qui impactent l'engagement des collaborateurs. Où vraiment, justement, à travers ces 14 sujets, on mesure l'expérience collaborateur dans son ensemble. Ça va de la stratégie, donc la compréhension de la stratégie de l'entreprise, l'autonomie, le développement professionnel, etc., etc. Donc après, je vous laisse répondre chacune sur peut-être vos stratégies chacune sur ces sujets-là. Ouais, je vais commencer. Donc nous, on a pris le modèle classique de Picon, préconisé par Picon. On a effectivement ces 14 moteurs. Je crois que ça représente à peu près 80 questions, auxquelles nous, on a ajouté quelques questions sur nos valeurs. Et juste, puis, je te corrige, c'est 45 questions. Peut-être que vous en avez ajouté pas mal. avec le moteur Wellbeing aussi. Oui. Alors effectivement, il y a un autre set de questions qui est sur santé et bien-être. Ouais. Et ça s'ajoute, effectivement. Exactement. Donc, on a effectivement l'engagement, santé, bien-être et des questions Doctolib et des questions sur nos valeurs. Super. Et dans la même logique, on a gardé le questionnaire standard de l'engagement, donc les 45 questions, auxquelles on a proposé pour chacune de nos marques d'ajouter 2 questions qui étaient importantes pour les patrons de business de pouvoir récupérer comme commentaire qualitatif. D'accord, super. Une autre question qui est sur le temps que vous accordez à l'animation de cet outil. Oui, c'est une vraie question. Et ça dépend de l'implication qui est mise à tous les niveaux de l'entreprise. Nous, on a plusieurs équipes qui sont impliquées. Donc, on a nos RH de proximité à qui on demande d'y passer à minimum 15 minutes par semaine. Ensuite, on a nos managers. On leur demande de passer environ le même temps toutes les semaines, tous les 15 jours. Et puis, on a l'équipe qui est chargée de faire le reporting mensuel qui passe un peu plus de temps, etc. Et moi, je me connecte tous les jours pour voir
vadrouiller, regarder, aller dire à telle équipe RH d'aller relancer tel manager qui n'a pas répondu. Ça prend un peu de temps. Je peux pas le chiffrer exactement, mais clairement, oui, ça prend du temps mais ça, c'est mon métier. Alors moi, c'est peut-être un peu moins chronométré dans mon environnement. Je pense qu'on a pris le parti pour le premier round de se dire, on se lance, on essaye de dire toutes les bonnes pratiques qu'il y a à avoir autour de cet outil, et puis on va bien voir ce que ça donne. Et donc là, on a identifié pas mal de marge de progression, mais c'était OK de se dire que voilà, on allait voir un peu l'appétit des managers, tout en essayant évidemment d'en créer en parallèle, mais voilà, on n'a pas passé un temps infini sur l'animation de l'outil. En revanche, à la fin de l'enquête, au moment des résultats, oui, c'est très time consuming, mais c'est tellement intéressant d'analyser les résultats sous tous leurs angles et d'aller proposer justement à des patrons de business ou à des RH de s'intéresser à des points de vigilance en intégrant une porte d'entrée de lecture un peu nouvelle, un peu décalée. Et on s'en sert encore aujourd'hui pour des choses, encore une fois, un peu décalées. Typiquement, on a une réflexion sur le lean dans notre secteur industriel et comment est-ce qu'on peut aller chercher un index d'empowerment, de responsabilisation des personnes au travers du lean via cette enquête. Donc, on continue toujours à s'y référer. D'accord, super. Une question pour Camille, du coup, liée, je pense, au fait que vous pour le coup, chez Doctolib, vous avez une enquête fréquente, enfin des enquêtes très fréquentes. Comment avez-vous fait pour vous assurer de l'adoption de l'outil par les collaborateurs? Ah, on a perdu Camille, je crois. Du coup, je vais passer sur une autre question pour Éléonore, qui est toujours sur la fréquence. Pourquoi une seule enquête en 18 mois? Pour commencer, en fait, parce que on n'avait jamais fait d'enquête chez Delachaux, à part une enquête sur une population dédiée sur un volet qui était celui des pratiques managériales. On s'est lancé. Ça a été un gros projet parce qu'il faut aussi mettre tout un relais de proximité en marche. Donc aujourd'hui, on s'est dit oui, c'est quelque chose que l'on veut continuer et on veut consolider des résultats au niveau du groupe à minima sur une fréquence de 12-18 mois parce qu'on sait que ça, on en est capable. Et en parallèle, on a envie d'aller pousser des pilotes pour adopter, encore une fois, des enquêtes plus régulières et plus fréquentes. Oui, parce qu'il y a des parties du coup du business qui sont plus friandes, qui ont envie de… Absolument. Donc, soit il y en a qui sont plus friands et qui lèvent la main, et puis soit nous, on va en chercher certains en disant « tu devrais parce que ça va t'apporter beaucoup ». Voilà. D'accord. Ok, super. Une autre question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que pour les managers, pour les collaborateurs, c'est aussi important de comprendre qu'ils sont capables d'agir et d'être acteurs de ce changement. Mais il y a une question qui dit, mais tout de même, n'y a-t-il pas des messages à faire passer à la direction ? Ah, mais définitivement, moi, si la direction n'avait pas été avec moi sur ce projet, j'y serais pas allée. C'est-à-dire que le besoin a émergé de la direction, encore une fois chez nous, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu plusieurs entretiens individuels avec chacun des membres du COMEX pour comprendre ce qu'il attendait de ce type d'enquête. Et le besoin est parti de là. Et ensuite, on a fait le premier kick-off, le lancement de cette enquête, ça a été une vidéo de chacun des patrons des marques pour dire en quoi est-ce qu'ils considéraient que cet outil, enfin pas l'outil, parce que l'outil est au service de l'engagement des collaborateurs, mais combien il était important pour eux de sentir le terrain et la perception des collaborateurs et combien c'était important pour eux d'écouter et que les personnes voilà, réagissent. Pendant l'enquête, même chose, nos patrons de COMEX et patrons d'équipes de management ont été extrêmement actifs dans la communication, l'embarquement des personnes et la confiance dans ce type de projet. Et après les résultats, même chose, ils ont été extrêmement interactifs dans l'échange sur les résultats, et enfin assez exemplaires dans l'échange des résultats, et puis des communications globales pour dire d'abord merci, et ensuite voilà ce qui va se passer après, et on continue ensemble. Donc oui, indispensable d'avoir la direction avec nous, c'est un prérequis. Oui.
Ok, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. On est pratiquement à la fin des 45 minutes. Qu'est-ce que vous avez, enfin, on demande, oui, 45 questions, ça paraît énorme en tant qu'utilisateur. Coucou Camille. Petite panne technique, pardon. Oui, mais du coup, je reviens à la question que je voulais te poser. En ayant une enquête très fréquente, comment vous avez fait chez Doctolib pour vous assurer de l'adoption de l'outil par les collaborateurs? Ce sera la dernière. Ce qui est clé, c'est la transparence sur les résultats. Et en fait, plus on répond et montre que l'entreprise réagit à ces commentaires, que le manager lit les commentaires, que le collaborateur se sent entendu, c'est un cercle vertueux. Et nous, on a vraiment prouvé qu'on faisait quelque chose de ces résultats-là. Et donc, on a des taux de participation très, très forts. D'accord, merci beaucoup. Je voulais vous remercier toutes les deux. On a fait les réponses aux questions. Juste pour les participants aujourd'hui, on aura une démo de Picon le 15 avril à 14h. Émilie de Picon va mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup, Éléonore. Merci beaucoup, Camille, pour d'avoir partagé votre expérience aujourd'hui. Et puis, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.